Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 16 décembre 2021. Au sommaire ce soir. Lancé en 2019, le deuxième volet du plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve a pour objectif d'apporter des solutions concrètes en matière de lutte contre la pollution de l'air. Aujourd'hui, la courbe peut être qualifiée d'encourageante et ce mercredi soir à Bonneville, les pouvoirs publics ont présenté les nouvelles mesures mises en place pour aller dans ce sens. Et puis direction le CERN, près de la frontière suisse, le Centre européen pour la recherche nucléaire a en son sein un accélérateur de particules extrêmement puissant qui produit de la chaleur. Et le cercle est vertueux puisque cette chaleur est renouvelable, elle est récupérée pour chauffer des bâtiments. Mais avant de développer ces titres, hasard du calendrier, alors que les syndicats viennent de lever le préavis de grève des cheminots prévu pour ce week-end à la SNCF, Martine Berthet a adressé début décembre un courrier à Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports. Dans cette lettre, la sénatrice de Savoie tire la sonnette d'alarme sur la situation des transports ferroviaires en Savoie. Nous avons pu la joindre ce jeudi matin, je vous propose de l'écouter. Eh bien, depuis quelques semaines, j'ai reçu plusieurs interpellations de nos concitoyens qui se plaignent de retards incessants, d'un nombre insuffisant de TGV pour rejoindre Lyon, Saint-Exupéry ou Paris. Et voilà, c'est ce qui m'a amené effectivement à interpeller le ministre. J'avais également interpellé le PDG de la SNCF au mois de novembre, début novembre, à ce sujet. Il m'a été répondu que des TGV supplémentaires étaient mis en place pour la période de vacances. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne voit que des TGV surchargés et des personnes qui ne peuvent pas rejoindre notre département. Donc, j'aimerais beaucoup que tout cela ne reste pas à l'état de parole, mais qu'effectivement, on voit bien un nombre de transports augmenter pendant cette période. Mais ce sont aussi les transports du quotidien pour nos entreprises, pour les touristes hors période d'hiver chargée. Il faut aussi qu'au quotidien, nous retrouvions suffisamment de liaisons entre la Savoie et Paris. Que ce soit Elisabeth Borne avant Jean-Baptiste Djebbari, j'ai interpellé les deux à la fois par courrier et à la fois oralement. Bon, je ne suis pas la seule parlementaire à l'avoir fait. Toutes les fois, on nous répond oui, oui, effectivement, le train de nuit, c'est très bien. Et puis finalement, on ne voit rien venir. Donc effectivement, cela est le cas pour les Pyrénées maintenant. C'est le cas où ça va l'être très prochainement pour les Alpes-Maritimes. Mais pour rejoindre nos stations, pour rejoindre les Savoies, nous n'avons toujours pas le retour de ce train de nuit. Or, on le sait bien, c'est indispensable. Nous devons renouveler notre clientèle, entre guillemets, inciter les jeunes à venir dans nos montagnes par toute saison. Et pour eux, donc, c'est un moyen facile de transport et bien sûr moins cher que ce que l'on peut trouver avec les TGV classiques. Sur le train de nuit, nous avons eu beaucoup de promesses. Maintenant, il faut des actes et ça n'a que trop traîné, que trop tardé. Il devient urgent que nous puissions récupérer notre train de nuit. Le bilan à mi-parcours du deuxième volet du plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve, lancé en 2019, a été présenté ce mercredi soir à Bonneville. De nombreux élus et plusieurs associations de défense de l'environnement étaient évidemment au rendez-vous pour ce point d'étape très attendu. Ils ont pu ainsi découvrir les nouvelles mesures mises en place avec notamment la future interdiction du chauffage au bois à foyer ouvert. Les précisions d'Emmanuel Jaude. 2 ans après la mise en place du deuxième plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve, l'heure est au bilan. Sur les 30 actions listées comme objectifs de ce PPA, 29 ont aujourd'hui été engagées, dont 19 qui portent leurs effets. Que ce soit sur l'angle du transport, du tertiaire ou économique, les efforts payent, à l'image de la diminution de concentration des particules fines PM10 et oxyde d'azote qui respectent déjà les objectifs fixés pour l'horizon 2023. Pour autant, le combat n'est pas encore gagné, loin de là. Est-ce que la situation s'améliore? La réponse est oui. On a montré un certain nombre de choses qui le montrent en termes de baisse de polluants. Est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est suffisant? Clairement, non. Non, c'est pas suffisant. Est-ce qu'on a fait des actions? Incontestablement oui. Est-ce qu'elles ont porté des fruits? Incontestablement oui. Est-ce que c'est suffisant? Non. Il faut qu'on continue. Et je pense qu'on est sur une dynamique. Les membres de la Claire sont là aussi dans leur rôle de regarder le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. Pour confirmer cette progression, de nouvelles mesures vont d'ailleurs voir le jour, à commencer par une interdiction d'utiliser tout dispositif de chauffage à bois à foyer ouvert, et ce dès le 1er janvier 2022.
Concernant les transports, on évoque notamment la création d'une zone à faible émission, une ZFE, qui pourrait voir le jour dans moins d'1 an. Ça concerne principalement le problème des déplacements. Il faut la mettre en œuvre d'une manière intelligente, c'est-à-dire en essayant de ne pas pénaliser nos habitants et de ne pas les contraindre davantage. Donc qui dit ZFE dit à la fois effectivement critères, c'est le cas de le dire, vignettes qui permettent de dire aux véhicules les plus polluants, écoutez non, vous ne pouvez pas pénétrer sur ce territoire-là. Mais ça veut dire qu'il faut offrir aussi des alternatives, parce qu'on ne peut pas contraindre sans offrir une alternative. Et c'est tout le travail qu'on est en train de mener pour regarder comment est-ce qu'on aide à la conversion des véhicules pour les particuliers, pour les artisans. Au final, il aura fallu 4 heures pour évoquer toutes les données et répondre aux principales questions. Un temps essentiel qui va donc permettre la mise en place de mesures précises et adaptées. Sur certains points, moi j'étais assez surprise de voir qu'il y avait des travaux, que ça avançait, qu'il y avait une réflexion. Sur certains points, ça ne va pas encore assez loin. Par exemple, analyser ce qu'émettent les usines de décolletage. C'était quelque chose, une mesure phare pour le secteur industriel. Et finalement, on voit que le premier comité de pilotage a eu lieu en début d'année. Le sujet ferroviaire qui est énorme, et donc là, on est très satisfait de voir qu'enfin, la modernisation du réseau ferré dans la vallée de l'Arve est à l'ordre du jour. Et donc, on a eu des ouvertures à ce niveau-là. On va aller rencontrer les élus, on va essayer de faire nos propositions. Le travail ne s'arrête donc pas pour permettre aux habitants de la vallée de l'Arve de respirer normalement. Dans un souci de transparence, d'autres rendez-vous ont d'ores et déjà été prévus pour 2022 et notamment des réunions publiques sur le territoire du PPA. De quoi est fait l'univers? Comment fonctionne-t-il? Ce sont des questions que se posent des centaines de scientifiques chaque jour au CERN. Le Centre européen pour la recherche nucléaire met à leur disposition un outil unique au monde, le plus puissant accélérateur de particules jamais construit. Une telle infrastructure se compose de nombreuses machines, de locaux et de puissants ordinateurs qui produisent de la chaleur. Une chaleur désormais récupérée pour chauffer des habitations et des bâtiments professionnels dans la commune de Ferney-Voltaire. Explication en images avec Victoria Lopez. Le Centre européen pour la recherche nucléaire est un outil de travail unique au monde. Sous les pieds des habitants du bassin genevois, le LHC, l'accélérateur de particules, permet de mener des recherches sur la structure de la matière. Le centre a aussi un rôle incontournable dans le développement des technologies de demain. Pour mener à bien ces recherches, le CERN utilise de nombreux appareils qui rejettent de la chaleur. Les infrastructures techniques du CERN ont besoin d'être refroidies. Donc il y a de l'eau de refroidissement qui circule pour refroidir les machines, les ordinateurs, différentes applications. Et après, il faut refroidir cette eau. Et donc cette eau est refroidie dans des tours de refroidissement, vous voyez ici sur le côté. Et la chaleur part en fumée. Et c'est ce qu'on sait faire pour refroidir les machines, mais on peut faire mieux. On peut récupérer une partie de cette chaleur pour s'en servir d'appoint de chauffage. Chauffer tout un quartier de Ferney-Voltaire à partir de cette chaleur jusqu'ici non utilisée, c'est le projet mis sur pied par la communauté de communes du pays de Gex, en collaboration avec le CERN, Dalkia, filière du groupe EDF, et la Banque des Territoires. Le CERN, son but, c'est de faire des accélérateurs de particules qui font des collisions et de la science, et pas de faire du chauffage central. Et donc il fallait arriver à voir comment interfacer nos besoins, nos machines, avec ce qu'on pouvait mettre à disposition du public à l'extérieur. Donc ça nécessite un petit peu d'adaptation des processus techniques, de matériel, mais ça permet de la rendre utile et c'est ce qui s'est considéré comme énergie pseudo-renouvelable. Ça s'appelle chaleur fatale, mais ça rentre dans la catégorie des énergies renouvelables, c'est-à-dire ça évite de brûler du gaz ou du charbon ou du fioul ou toute autre chose qui sert à faire de la chaleur. Le but, c'est 5600 m² de foyer à terme, de la ville ancienne et du nouveau quartier qui devrait être justement alimenté par ce réseau de chaleur qui se base essentiellement sur le recyclage de l'énergie fatale du CERN, mais qui est aussi un faisceau d'énergie renouvelable. Donc on a de la géothermie, on a aussi du photovoltaïque, et c'est 200 000 m² aussi d'activité économique en fait qui devrait trouver chaleur si j'ose dire, mais aussi froid, parce que c'est le chaud et le froid qui vont être gérés au travers de ce réseau, donc sur ce secteur. La mise en place de ce réseau de captation et de redistribution de la chaleur a nécessité un investissement de 29 millions d'euros, en partie subventionné par l'État. Vous le savez, la série de la rédaction nous emmène cette semaine à Évian-les-Bains pour découvrir ou redécouvrir le fabuleux village des Flottins. Après les origines et les préparatifs, place à la fête. Manon Toiti a assisté ce vendredi 10 décembre à la première soirée
Au programme feux d'artifice, défilé et surtout de l'émerveillement. Reportage. Il est 18h30 et le spectacle s'apprête à commencer. Dans les rues d'Évian, les petits et grands impatients se languissent de voir les flottins. Quand soudain, les lumières de la ville s'éteignent. Les flottins défilent jusqu'à leur fabuleux village, accompagnés d'un énorme oiseau et d'artifices. Chacun incarne un rôle avec des traits de caractère qui lui ressemblent. Bricoleur, Cupidon ou encore chaman, les personnages n'ont pas été créés au hasard. Et ils font rêver. C'est ce qui plaît aux comédiens. Hermésia, c'est plutôt une personne qui a une espèce d'énergie folle. C'est comme un petit tourbillon de vie. Et Hermésia, elle est là pour les autres, pour essayer de trouver son grand amour. Mais j'aime vraiment ce projet-là parce qu'on peut offrir des toutes petites choses qui peuvent paraître presque inutiles aux gens qui passent. Et je crois que c'est pas inutile en fait. C'est rare quand même des endroits où il y a encore des choses gratuites dans notre monde, et que ça soit un bout d'histoire, que ça soit juste un rêve soufflé, juste un petit mot, juste un... si tu sais pas quoi faire de tes mains, transforme-les en caresses. Juste des petites choses qui font sourire et qu'on ramène avec soi, chez soi, je trouve que ça fait du bien. Les yeux des enfants scintillent en voyant le gros oiseau articulé dans le cortège. Les adultes, quant à eux, retombent presque en enfance devant ce spectacle. Pour beaucoup, les flottins apportent une animation qu'il manquait à la ville d'Évian. C'est sympa, ouais. C'est vrai qu'étant d'Évian, ça fait plusieurs années qu'on voit ça, mais c'est toujours un plaisir, ouais, c'est chouette. Ça anime un petit peu la ville, le centre-ville d'Évian, et c'est quand même une bonne chose. Ouais. Donc on est content qu'ils soient revenus, les flottins. C'est toujours une petite joie de venir voir l'arrivée des flottins, parce que ça fait quand même un bel événement un petit peu sur Évian. Ça permet de rassembler un petit peu de monde, surtout en cette période de Covid. C'est chouette. On a vu un beau feu d'artifice. Ça tirait du monde, et puis en cette période de pandémie, on en a besoin. À chaque édition, des écoliers participent à la légende des flottins en sculptant le bois. Et cette année, on peut lire la fierté dans leurs yeux d'avoir apporté encore un peu plus de magie à ce spectacle. Moi, j'ai fait les fleurs et mon petit frère, il a fait des sapins. Non, des sapins à l'école. Le spectacle aura duré plus d'1 heure pour le lancement de cette édition. Mais rassurez-vous, les flottins comptent rester à Évian jusqu'au 8 janvier et seront présents tous les jours. On entend même dire que le Père Noël sera de passage. Un mot de sport avec la Coupe du Monde de biathlon qui a démarré ce jeudi après-midi au Grand Bornand. Et pour la première course, le sprint féminin, l'équipe de France décroche un premier podium. Anaïs Bescon termine deuxième d'une course remportée par la Norvégienne Marte Olsbu-Roysland. Déception en revanche pour les autres tricolores. Julia Simon est 13e et Anaïs Boucher-Chevalier, elle, se classe 25e vendredi. Place aux messieurs pour le sprint sur 10 km. On termine ce journal avec une page d'histoire avec mon invité du jour, Claude Barbier. Bienvenue, bonjour, merci d'être là avec sur ce plateau. Vous êtes donc historien. Vous venez de publier ce livre que je vais montrer à l'écran. Ce livre qui s'intitule « Mourir à 19 ans » et qui est donc consacré au corps Franc-Simon. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est ce fameux corps Franc-Simon. Eh bien, le corps Franc-Simon est une unité composée d'une douzaine d'hommes, commandée par un très jeune homme, François Servant, qui a 17 ans et quelques mois lorsqu'il arrive en Haute-Savoie. Et j'ai été très intrigué par le parcours de ce jeune homme qui meurt vraisemblablement 2 jours après son 19e anniversaire. Alors le titre « Mourir à 19 ans » fait donc référence à François Servant, chef du corps Franc-Simon. Qui était-il, ce François Servant? Alors en fait, il est né en Bretagne en 1925. Il est fils de militaire. Il s'engage à 17 ans dans l'armée d'armistice. En novembre 1942, eh bien, il est licencié puisque l'armée d'armistice est dissoute et il craint d'être arrêté par les Allemands. Aussi, il vient en Haute-Savoie dans l'idée de trouver refuge en Suisse. Il rentre en Suisse, il n'est pas immédiatement expulsé, il est plutôt même repéré par les services secrets suisses et il devient espion suisse. Il est renvoyé en Haute-Savoie et là, il fait du renseignement pour le compte de la Suisse, il fait également du passage de réfugiés. Enfin, à 19 ans, il a 6 vies. En l'espace d'un an et quelques, il a une existence mais absolument invraisemblable pour quelqu'un de son âge. Et en fait, c'est la guerre qui le révèle. Ce corps Franc-Simon, c'est une partie de l'histoire haute-savoie qui est plutôt méconnue. Est-ce que vous avez une explication à cette méconnaissance? En fait, c'est mon hypothèse, c'est que ce corps franc s'en prend à la structure de l'État.
Et à la Libération, eh bien, on remet en place une structure étatique, préfet, gendarmerie, etc., etc. Et en fait, de trop honorer le corps Franc-Simon, ça aurait été d'une certaine manière mettre l'accent sur des gens qui, justement, ont voulu détruire un État qui était l'État de Vichy. Donc, vous voyez un petit peu l'ambivalence. Honorer quelqu'un qui remet en cause l'État, ça pouvait quand même sembler sentir le soufre à la Libération. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser au corps Franc-Simon? Le fait, alors pour un historien, c'est de... Comme une souris dans un fromage, c'est de trouver des archives. Et là, des archives qui n'avaient pas été exploitées, j'en ai trouvé à foison, à Genève, à Berne, à Lyon, à Caen, à Vincennes, à Paris, à Annecy, à Chambéry. Et en fait, ce tombereau d'archives m'a permis de restituer une histoire assez complète, encore incomplète puisqu'il y a des pans qui nous échappent, notamment sur le parcours de sa dizaine de compagnons, d'avoir une connaissance plus fine des psychologies des uns et des autres. Mais enfin, globalement, je pense je suis assez satisfait de mon travail. 520 pages autour de quelque chose qui avait été relativement peu exploité, peu mis en avant jusqu'à présent. Je pense que c'est quand même plutôt satisfaisant. J'imagine que ce travail de récolte des archives dont vous venez de nous parler, il a dû être long, minutieux. J'ai lu 7 ans de recherche. Oui, alors c'est pas un travail de tous les jours, mais j'ai mûri le projet en 2014 dès lors que j'ai pu trouver la somme d'archives qui m'a fait « Allez, là j'y vais, je me lance ». Qu'est-ce qui a été le plus difficile justement dans l'écriture de ce livre? Eh bien, un sentiment quand même le fait que ce jeune homme et ses compagnons aient été oubliés à la Libération, ça m'a semblé, je ne réponds pas exactement à votre question, mais il y avait pour moi un devoir de reconnaissance à l'endroit de ces gamins, quoi. Enfin, 17 ans, 18 ans, enfin, c'est vraiment de très jeunes gens. Le Benjamin a 16 ans. Donc, ils ont été oubliés à la Libération. Et moi, l'idée, elle était là. C'est comment faire ressurgir cet épisode méconnu. Et là, ce n'était pas la difficulté, c'était au contraire plutôt le fait, la facilité, c'était justement le fait que ces gens étaient oubliés. C'était mon moteur. Aujourd'hui encore, les circonstances de la mort de François Servan, ça reste une vraie zone d'ombre? Oui, on peut imaginer qu'il est mort entre Annecy et Lyon. Vraisemblablement son corps jeté du camion ou de l'ambulance qu'il conduisait à Lyon. Peut-être que dans des communes, on a retrouvé un corps en fin janvier, début février 1944. Dans tous les cas, il a une tombe à Morette, à la nécropole nationale de Morette, mais dans la tombe, il n'y a pas de corps. Ce livre, Mourir à 19 ans, c'est votre 3e ouvrage dédié à la résistance en Haute-Savoie. Il y a vraiment de quoi dire? Ah oui, tout n'a pas été encore exploré, il y a beaucoup de choses. Peut-être également retravailler sur cette notion de libération de la Haute-Savoie. Il y a aussi des épisodes comme l'exécution du comte Roussy de Sales à Torrent. Il y a plein de choses à voir. Et bon, c'est une quête infinie. Et bon, les années passent, mais enfin, j'avais l'espoir de faire encore un certain nombre d'ouvrages sur cette période. Pour en revenir à votre héros, si on peut dire, François Servan, est-ce que vous avez réussi à établir un lien entre François Servan et Tom Morel? Oui, alors indubitablement, François Servan obéit aux ordres du lieutenant Théodose Morel, dit Tom. Ça, c'est clair. Donc ça le grandit encore plus peut-être? Ça permet de faire un lien entre l'armée secrète de Haute-Savoie, donc commandée pour la partie militaire par d'anciens officiers du 27e bataillon de chasseurs alpins, et cette unité qu'on a trop estimée comme étant absolument autonome. Et donc, un certain nombre d'actes qui ont été donnés, recensés comme étant de l'œuvre du corps Franc-Simon et de François Servan en l'occurrence, un certain nombre d'entre eux, à mon avis, proviennent d'ordres donnés par Théodose Morel. Merci beaucoup, Claude Barbier. Je rappelle le nom de votre livre, Mourir à 19 ans. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Vous avez ensuite rendez-vous avec la suite et la fin de Panorama depuis les Ménuires. L'émission est consacrée cette semaine, vous le savez, à la réouverture des stations. Et pour ce dernier épisode, nous avons rencontré les socio-professionnels. Passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous retrouve avec grand plaisir vendredi pour le dernier journal de la semaine sur 8 Mont-Blanc.